BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et l'on parle de votre patrimoine. Benoît Lombard vient de nous rejoindre. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Vous êtes associé gérant de Vitam. On va parler contrat de mariage. Pourquoi est-ce que c'est important de bien connaître, de bien appréhender toutes les problématiques qui sont liées à son contrat de mariage? Son contrat ou pas son contrat. Donc oui, ce qui est important, c'est de connaître déjà son régime matrimonial, car il conditionne bien évidemment la composition du patrimoine des époux, et puis également il règle les rapports qui les régissent entre eux et les droits et devoirs de chacun à l'égard de ce patrimoine. En d'autres termes, qui peut gérer le patrimoine des époux? Bon, alors je disais connaître son contrat parce qu'effectivement, il y a la possibilité de ne pas avoir de contrat. Dans ces cas-là, c'est la loi qui régit le tout, c'est ça? Voilà, alors la loi depuis 66 nous dit que le régime matrimonial dit légal, c'est-à-dire en l'absence de contrat, est le régime de communauté réduite aux acquêts. Alors son nom veut bien dire ce que ça signifie. Le patrimoine est commun et il est réduit à ce qui est aux acquets, à ce qui est acheté post-mariage. Donc le patrimoine... Donc, tout ce qui est avant est à chacun, tout ce qui est après est à tout le monde. Tout ce qui est avant est à chacun des époux, et puis également ceux qui recevront par succession ou donation. Restent des biens propres, nous dit le Code civil. Et ce qui est commun, c'est tout ce qui est acheté après, pendant le mariage. Ça, c'est le régime de communauté légale. Et il y a également la faculté pour les époux de choisir un contrat de mariage. Mais juste une petite aparté pour dire que préalablement au régime matrimonial, il y a le régime primaire. Vous savez, c'est quoi le régime primaire? Alors, le régime primaire, ce que les juristes appellent le régime primaire, c'est tout simplement ce que lit le maire, ou du moins une partie des articles que lit le maire lorsqu'on se marie. Et il nous donne 3 points, 3 principes fondamentaux qui sont quand même très importants de connaître, de se rappeler. Tout d'abord, il y a une solidarité entre époux. Donc les époux sont solidaires entre eux, des dettes par exemple à l'égard du fisc, pour ce qui peut concerner tout à chacun, et également le fait que, puisqu'il y a une solidarité, ils n'ont pas besoin d'établir des comptes entre eux. Même si jamais, nous dit une petite nuance, le Code civil, que chacun des époux doit contribuer justement aux charges du mariage, aux dépenses inhérentes à la vie courante, en proportion de ses facultés respectives. Donc c'est quand même un peu régime. Donc ça, c'est le régime de base. Quel que soit le régime matrimonial, on a vu le régime de communauté réduite aux acquets, qui est le régime légal. Sinon, il y a les contrats. Depuis 66, sinon il y a des contrats. Alors, il y a 240 000 mariages en France, nous dit l'INSEE dans son dernier rapport, en 2014. Et il y a à peu près 10% des époux qui sont mariés sous un régime de séparation de biens. Alors là, c'est très simple. Il y a une étanchéité parfaite entre les patrimoines de chacun des époux. Donc c'est-à-dire que chaque fois qu'on achète quelque chose, il faut dire à qui c'est? Alors, c'est pas ça. C'est chaque fois qu'on achète quelque chose, il faut savoir qui a la faculté de pouvoir signer pour acheter. Même si jamais il y a une petite distinction entre le titre et la finance. Et je vais vous donner un exemple amusant. La Cour de cassation a pu estimer en 2006 que, par exemple, pour un parc ostréicole, donc un des époux avait la faculté de pouvoir exploiter, l'autorisation administrative d'exploiter ce parc. Donc il dit, ce bien est à moi puisque je peux l'exploiter. Eh bien pas du tout. Donc le titre est à lui, mais la finance est commune. C'est-à-dire qu'en cas de dissolution de la communauté, cet époux étant marié sur le régime de la communauté, eh bien là, la valeur du parc et de l'exploitation agricole, de l'exploitation ostréicole, appartient à chacun des époux à moitié. Donc là, c'est des petites subtilités qu'il importe de savoir. Donc il y a les communautés, il y a autre chose dans les contrats de mariage? Régime de communauté, régime légal, régime de séparation. On peut aussi avoir un régime de communauté universelle. Et donc la communauté universelle signifie bien ce que ça signifie également. C'est-à-dire que l'ensemble des biens, des actifs, est commun et appartient à chacun des époux, notamment au jour de la liquidation du régime matrimonial. Je vous rappelle qu'il y a 2 exemples de liquidation, le divorce ou le décès. Ce sont les 2 seuls. Quel est l'intérêt de choisir l'un, de choisir l'autre? Pourquoi est-ce que tout ça cohabite? Est-ce qu'il y a des moments où on a plus intérêt à l'un, à l'autre? Est-ce qu'on peut changer au cours de l'existence du mariage? Le principe d'immutabilité des régimes matrimoniaux, qui prévalait avant 1965, donc il y a 50 ans maintenant, donc a été arrêté. Maintenant, on peut changer de régime matrimonial. Et les époux ont la faculté de pouvoir changer de régime matrimonial, donc dès l'instant où l'intérêt de la famille le requiert. À partir de 2 années de mariage, on peut changer. On peut passer d'un régime de communauté à un régime de séparation de biens. On peut passer aussi d'un régime de séparation de biens à un régime de communauté. Souvent, les époux en fin de vie choisissent une communauté universelle avec l'attribution intégrale
de la pleine propriété ou d'usufruit, je conseillerais l'usufruit au conjoint survivant, ce qui évite d'ouvrir une succession et permet de donner au conjoint, enfin d'attribuer plus exactement, parce qu'il ne s'agit pas d'une donation taxable, au conjoint survivant la faculté de pouvoir conserver et gérer l'ensemble du patrimoine. Ça a un coût quand même, non? Ça a un coût. Alors, le changement de régime matrimonial a un coût qui, évidemment, dépend des actifs, parce qu'on est parfois obligé de liquider la communauté qui existait auparavant. Ça coûte moins cher lorsqu'on parle de séparation de biens à un régime de communauté universelle. Mais juste une chose quand même, parce que ça a un coût, vous avez raison, il y a 10% des époux qui sont mariés sur un régime de séparation de biens, hein, donc en 2014. Juste une chose, il y a 20 ans, on était à 6% des époux qui étaient mariés sur un régime de séparation de biens. Le coût du contrat de mariage est très faible. Ça coûte à peu près 350 €, entre 350 et 700 €, selon, bien évidemment, l'ampleur de la tâche du notaire, puisqu'il s'agit de passer par un acte notarié, un acte authentique. C'est ça, on ne peut pas faire ça entre nous en se disant c'est génial. Non, vous ne pouvez pas faire ça entre vous, mais vous pouvez être conseillé. Forcément que ce soit judiciarisé, entre guillemets. Alors pas du tout, donc c'est une bonne question, parce que depuis 2006, il n'y a plus l'obligation d'homologuer son changement de régime matrimonial devant le juge. Vous avez l'obligation d'homologuer le changement de régime matrimonial devant le juge dès l'instant où il y a des enfants mineurs ou dès l'instant où il y aura des créanciers qui s'opposeraient à ce changement. Et auquel cas, là, évidemment, le juge regarde l'intérêt légitime des époux qui souhaitent modifier leur régime matrimonial. Juste une raison aussi sur quelque chose d'important sur la mutabilité des régimes matrimoniaux. Vous savez qu'on a de plus en plus de Français qui résident à l'étranger. Il y a 1 700 000 Français qui résident à l'étranger aujourd'hui. Ça joue ? Pardon ? Et ça joue ? Et ça joue, oui, car à défaut de contrat de mariage, je dis bien, s'il n'y a pas de contrat de mariage, il y a une convention, la convention de La Haye, qui s'applique depuis septembre 1992 en France, estime que les époux qui résident dans un État ont choisi par défaut le régime matrimonial de cet État. Donc vous pouvez très bien, si vous êtes marié sans contrat de mariage et que vous vous établissez dans un État qui n'est pas le territoire français, être assujetti au régime matrimonial du pays où vous vous établissez. Canadien, anglais, alors sauf pour les Pays-Bas, il n'y a que les Pays-Bas qui ont une dérogation. Ce qui veut dire concrètement que vous pouvez très bien ne pas connaître votre régime matrimonial. Et le conseil à donner à ceux qui veulent partir à l'étranger, s'établir à l'étranger, alors juste après leur mariage en France, sans contrat, je rappelle, ou qui doivent s'établir pour une durée longue, car la Convention de La Haye faire un contrat. Exactement, c'est de faire un contrat, nous dit juste une chose sur la Convention de La Haye, elle nous dit que si vous vous établissez pendant 10 ans sur un territoire donné, vous, de fait, acceptez le régime matrimonial du lieu où vous vous êtes établi, sauf s'il y a un contrat de mariage. Donc, un conseil à tous les futurs non-résidents, tous les futurs expatriés, attention. On peut avoir un choix involontaire. Il y a peut-être l'idée d'aller voir un notaire pour changer son régime matrimonial et adopter un contrat de mariage qui protégera les époux pour le devenir de leur patrimoine. Tous les bons conseils de Benoît Lombard sur ce régime matrimonial. Merci beaucoup Benoît. Associé gérant de Vitam, le CAC 40, 4618 points, il gagne 0,31%. Restez avec nous dans un instant, le journal.